Ma légende de cette semaine, si j'ai un mot qui peut le décrire, c'est aventure. Un deuxième mot, action. Mesdames et messieurs, je vous le présente, ce légendaire, mon ami Jean-Pierre Taschereau. Ma légende de cette semaine, c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, a énormément de vécu. C'est quelqu'un qui a fait un choix un jour de consacrer sa vie pour le bien des autres. Puis encore aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Je vous le présente, puis avec grand plaisir, Jean-Pierre Taschereau. Jean-Pierre, bienvenue. Martin, merci. Merci d'être la légende de cette semaine pour inspirer les gens à la vivre leur légende. Puis pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais, en partant, que tu dises un peu qui tu es, puis d'où tu viens. Jean-Pierre, tu es un gars de Sainte-Marie, de Sainte-Marie en Beauce. Les Taschereau, la longue lignée des Taschereau. On parle même du Seigneur Taschereau, qui est le premier seigneur de Sainte-Marie. C'est dans ta lignée, c'est dans ta famille. Puis toi, qui tu es aujourd'hui? Bon, qui je suis aujourd'hui? Ben écoute, je te dirais que je fais partie de la continuité de la lignée Taschereau, dans le sens que ma mère m'a transmis beaucoup ces valeurs-là, de l'altruisme, puis aussi le goût de l'aventure. Tu sais, quand elle avait 20 ans, elle est partie comme missionnaire laïque, 2 ans en Amazon. Dans le temps, c'était bien avant Internet, puis Skype, puis FaceCall, puis tout ça. Tu sais, elle est partie 2 ans, puis c'était juste des lettres qu'elle pouvait écrire à sa mère. Puis fait que c'était un monde beaucoup plus ouvert encore à l'aventure. Puis elle a continué sa carrière comme organisatrice communautaire, comme infirmière. Fait que je te dirais que j'ai toujours un peu baigné dans ces valeurs-là. Puis ça aussi, une soif de la découverte, de l'aventure, de l'exploration. Fait que c'était assez nébuleux, mais à mesure que je grandissais, je savais que ce que je voulais faire, c'était de voyager, tu sais, puis de faire quelque chose qui ferait du bien. Puis, c'est quand il y a eu l'inondation en 91 à Sainte-Marie que la Croix-Rouge est venue monter un centre d'hébergement d'urgence à Polyvalente. Puis moi, j'étais allé voir si je pourrais donner un coup de main là. Puis là, je l'ai su parce que j'ai vu des dépliants que la Croix-Rouge, ce que la Croix-Rouge faisait non seulement au Québec, mais aussi à l'étranger. Puis là, j'ai su ce que je voulais faire, c'était ça, tu sais. Fait que j'ai orienté mes choix. T'avais quel âge à ce moment-là? 91, j'avais 18 ans. À 18 ans, Ouais. c'était présent depuis plusieurs années, mais là, tu as dit ma légende personnelle, ma mission à moi, là, il y a eu ce déclic-là. Oui, c'est là que j'ai su que ça a pris forme, si tu veux. J'avais comme l'intuition, puis ça, c'est un mot qui va revenir souvent dans les décisions qui ont guidé ma vie, là, tu sais. Oui. J'ai l'impression que j'ai souvent rationalisé après coup, mais c'était souvent des décisions qui ont été prises pas par l'intellect. C'était quelque chose qui m'appelait vers ça. Mais on ne vit pas dans une société puis dans un monde qui valorise ça beaucoup. Tu sais, tu demandes, quand tu te fais poser une question pour une entrevue pour une job, pourquoi tu veux faire ça? Puis tu dis, c'est mon feeling. Fait qu'on a tendance, je pense, à rationaliser plus après coup. Mais c'était une intuition. Puis c'est ça, quand j'ai vu ce que la Croix-Rouge faisait, là, ça a pris forme. Puis tu vois, ça fait là, 24 ans là, à peu près, je pense, que j'étais avec la Croix-Rouge, 25 ans. 24 ans, puis juste, et décris-nous donc un peu, là, écoute, en 24 ans, tu as eu différents postes, tu as fait des choses, tu as parcouru le monde. C'est quoi les éléments les plus marquants pour toi aujourd'hui, après? Parce que tu n'es pas vieux en plus, tu dis 24 ans, 18, c'est... Ben ouais, en fait, là, je me trompe dans les calculs, mais je vais avoir 44 ans, là, C'est ça? bientôt. OK. Les éléments de mon parcours, écoute, ça a été... c'est un parcours qui, en même temps, qui est très réactif, parce que c'est pas comme si je planifiais d'aller répondre à un conflit armé ou à une catastrophe naturelle. C'est quand ça arrive, puis quand j'étais disponible à ce moment-là, j'ai eu des... Mais en même temps, il y a des alignements. Un exemple, entre autres, c'est que j'ai fait Je travaillais pour une partie de la Croix-Rouge qui s'appelle le Comité international de la Croix-Rouge, qui est la partie de la Croix-Rouge qui s'occupe des conflits armés.
Puis j'avais passé un an en Indonésie, dans une petite province au nord du pays, obscure, où il y avait une petite guerre civile dont personne n'entendait parler. Puis j'étais un des... Il y avait juste 7 étrangers qui étaient autorisés par le gouvernement d'être là à ce moment-là. Fait que veux pas, pour pouvoir communiquer avec les gens, j'ai appris la langue, puis tu sais, j'ai été là pendant des mois, fait que j'ai appris une base. Puis il se trouve que 5 ans plus tard, c'est à cette région-là, précisément, où il y a eu le tremblement de terre qui a provoqué le tsunami, qui a affecté le Sri Lanka, l'Indonésie, la Thaïlande, puis tout ça. Fait que quand j'ai vu ça, puis j'ai vu que c'était la province de Aceh, bien évidemment, je me suis porté tout de suite volontaire. Dire, écoutez, je connais les gens, je connais la place, je connais la langue. Puis 2 jours après, j'étais dans l'avion. Puis ça a été, à ce moment-là, c'était une énorme expérience parce que j'étais le coordonnateur aérien de tous les vols de l'aide qui arrivaient de la Croix-Rouge dans le pays. Puis moi, j'avais jamais fait ça, mais c'était ça qu'il fallait faire. Fait que c'est ça que j'ai fait. T'sais. Fait que ça a été un peu une synchronicité d'événements. Puis ça a été un peu, d'une certaine façon, la même chose en Haïti en 2010 parce que j'ai travaillé à quelques reprises en Haïti après des ouragans, 2007, 2008, 2009, on retournait. Puis quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, il y avait besoin d'un chef d'équipe qui était francophone. Mais personne n'avait vraiment, au moment où l'alerte a été envoyée puis qu'ils ont constitué l'équipe qui allait diriger, qui allait répondre, personne m'aurait donné ce mandat-là parce que j'étais pas testé à la hauteur de l'opération qu'elle est. Ça a été la plus grosse opération qu'on a faite dans un seul pays à ce moment-là. Puis, mais j'étais celui-là qui était connu quand même, puis qui parlait français. Puis là, c'est quand on est arrivé sur place qu'on a vu tout ce que c'était, puis ce que c'est devenu après, tu sais. Fait que c'est... Puis ça, évidemment, ben ça, pour moi, professionnellement puis personnellement, ça a été une opération qui a changé ma vie, là, parce que ça a été tout... tu vois, j'ai encore la misère à trouver les mots, mais c'était tout craqué à 11, là, si tu veux. Ouais. On pourrait dire ça de même. Mais quand tu dis que ça a changé ta vie, parce que tu as vu la souffrance, parce que tu as vu l'ampleur de la tâche, puis l'impuissance en quelque part, qu'est-ce qui a... Non, ça a changé ma vie parce que c'était... ils m'ont envoyé comme chef. Puis c'est devenu la plus grosse opération de l'histoire de la Fédération de la Croix-Rouge dans un pays. Puis, tu sais, on a... en 3 semaines, j'avais une équipe de plus de 200 personnes, de 35 pays, puis c'était pas l'impuissance, au contraire, parce que c'est dans ces contextes-là de crise les plus aigus, dans les premières heures, les premiers jours, où tu as le plus gros impact. Contrairement, par exemple, à un conflit armé où la situation continue à se détériorer au fil du temps, ou l'Ebola, par exemple, où, comme moi, je suis allé au début en Afrique de l'Ouest, la situation était pire quand je suis parti que quand je suis arrivé. Alors qu'en Haïti, il y avait encore beaucoup à faire, mais tu sais, quand une ville a été complètement dévastée par un tremblement de terre, puis là, tu arrives avec des hôpitaux, tu arrives avec de la distribution d'eau, tu sauves des... Tu peux faire une différence, là. Immédiatement, puis tu le vois, tu sais. Okay. Puis on a avec aussi la planète entière qui nous regardait puis qui nous jugeait, tu sais. On était jugés, c'était en temps réel sur toutes les caméras, sur toutes les télés du monde. Puis en même temps, c'était dans l'espace où tout le monde voulait qu'on réussisse, tu sais. Fait que ça m'a transformé parce que moi, j'en ai parlé quelques reprises quand je fais des cours de chef d'équipe pour les premiers répondants aussi. Tu sais, c'est une pression qui... Les gens qui étaient là, les gens de mon équipe, puis je pense que la plupart des gens, il y en a qui ont craqué parce que c'est vrai que ce qu'on a vu, c'était pas drôle. Mais pour d'autres, je pense que ça a fait sortir les diamants qu'il y avait dedans. Tu sais. C'est un diamant, c'est fait sous la pression la plus intense que tu peux avoir. Puis moi, c'est comme ça que je suis sorti. Tu sais, je suis pas sorti fragilisé, je suis sorti renforcé de ça parce que je me suis dit, si j'étais capable de faire ça puis de pas péter ma coche, ben ça m'a donné confiance en moi. Tu sais. Puis après ça, ça m'a un peu confirmé dans ce rôle-là de chef d'opération. Puis c'est ça que j'ai fait après depuis ce temps-là, c'est ce que je continue à faire. Fait que ça a été un test par le feu. Oui. C'est un peu paradoxal aussi. Puis ça, ma carrière puis mon parcours aussi, c'est peuplé de contradictions parce que, tu sais, quelque chose qui est aussi transformateur, puis faut que je le reconnaisse pour ce que c'est quelque chose qui a été positif pour moi, mais c'est auquel coût. Le prix est payé en termes de vie humaine, en termes de développement social, économique d'Haïti, tu sais, fait que c'est un peu
il y a un fort prix à payer pour ça. Mais tu n'en es pas responsable. Non. Tu n'aurais pas été là et il serait arrivé la même C'est arrivé chose. pareil, absolument. Donc, tu n'es pas responsable de la catastrophe. Ça arrive, mais ça prend quelqu'un qui vient retourner ça en tout cas du mieux possible. C'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Mais c'est quand même aussi, c'est ça. Mais c'est un peu ces deux extrêmes-là qui cohabitent. T'sais. Puis l'humanitaire, c'est souvent des extrêmes. C'est des contraires, tout est poussé au bout, tant le bon que le mauvais. T'sais. Ça fait ressortir le meilleur chez l'humain, puis ça fait sortir le mauvais aussi. Puis toi, tu en as été conscient visuellement que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Ah oui. Tu as vu quand tu disais aussi des conflits armés, ces choses-là, tu as eu, toi, en tant que personnel de la Croix-Rouge, à être présent, des fois même avoir peur pour ta vie, quelquefois. Et qu'est-ce qui te poussait à y aller à ce moment-là? Ben, c'est un peu toujours... La trame de fond, c'est que tu as toujours l'impression... Moi, j'avais toujours l'impression que j'allais m'en sortir. Mais c'est tout le temps de pousser un peu l'enveloppe. C'est un peu le phénomène des sports extrêmes. T'sais, quand tu arrives à faire un jump, là, tu te dis ben, je vais en faire un peu plus haut, jusqu'où je suis capable d'aller avant de me casser la gueule. Fait que là, c'était un peu jusqu'où je vais être capable d'aller puis de m'en sortir. Pousser ma loque, mais sans me faire mal, sans me faire blesser, sans avoir des blessures psychologiques aussi. Puis toujours cette aventure-là. Mais puis mais là, ça a changé quand j'ai eu mes enfants, évidemment. Là, je me suis... Oui, bien, parle-moi de ça aussi. Oui, tu dis, les enfants sont arrivés, puis un jour, on a eu une discussion ensemble, puis tu me disais que ça t'a frappé comme un mur. Quand tu es revenu après, c'était je sais pas, en République centrafricaine, oui. Puis là où tu es revenu après coup, puis tu as réalisé que il y avait des pères de famille qui ne pouvaient pas donner... Oui, bien c'était pendant que j'étais là. Parce que j'avais Olivia qui était née ici déjà, puis Rachel était enceinte d'Austin. Puis j'étais en Centrafrique, puis on s'occupait des gens qui étaient déplacés à cause du conflit là-bas. Puis c'est quand la saison des pluies a commencé. Puis là, moi j'étais dans mon hôtel, protégé, confortable. Puis là, c'était les rideaux de pluie dehors, vraiment les pluies torrentielles, la mousson, c'est des rideaux de pluie. Ouais. Puis le camp qu'il y avait à l'aéroport, c'est devenu un champ de boîte. Puis j'ai réalisé, pour la première fois, je me suis imaginé un peu, je me suis mis dans la peau de ce que pouvait sentir un père qui était même plus capable, non seulement il n'était pas capable de garantir la sécurité de ses enfants parce qu'il était déplacé, il ne savait pas où c'est qu'il allait chercher la nourriture qu'il allait leur donner le prochain repas, mais en plus, il n'était même pas capable de garder ses enfants au sec pendant la nuit, t'sais. Ah, puis ça, mon gars, là, c'est un moment qui m'a vraiment... ça a été une prise de conscience assez forte, ça a été une empathie que j'ai eue, que je n'avais pas eue avant, mais c'est pas ça qui m'a fait changer... c'est pas cet événement-là qui m'a fait changer d'idée, c'est dans la même mission aussi, mais c'est qu'à un autre moment, j'étais encore dans ma chambre d'hôtel parce qu'il y avait des couvre-feux, fait qu'on était tout le temps là après 5 heures parce que c'était trop dangereux la nuit, puis il y avait des combats dans les rues, puis on voyait les balles traçantes, là, puis on entendait le mortier, puis là, je me suis dit, ouais, là, c'est plus juste moi, là, j'engage plus juste ma propre sécurité, j'engage aussi ma capacité d'être là avec mes enfants, puis de leur fournir, d'être là, puis de leur transmettre mes valeurs, puis de les voir grandir, puis ça. Puis là, je me suis dit, bon, peut-être passer à quelque chose d'un peu moins risqué, tu sais, pour un temps. Continuer d'offrir quand même, mais dans un contexte un petit peu plus sécuritaire. C'est ça. C'est ça. Parce que la famille, pour toi, c'est important. Oui, bien, puis c'était pas mon idée, c'était pas d'avoir des enfants pour pas être là non plus, pour les voir grandir. Puis je voulais je veux jouir de leur développement, être là pour leur transmettre mes valeurs. Puis c'est ça, la part d'éternel, dans le fond, ce qui est éternel chez nous, si on peut prétendre à l'éternité, c'est dans ce qu'on passe à nos enfants. C'est bien plus que les missions que j'ai faites n'importe où. Fait que c'est ça. Puis encore une fois, j'ai eu un alignement des opportunités qui se sont présentées. Puis on m'a offert de faire le même travail que je faisais partout sur la planète, mais de le faire au Canada. Fait que j'ai sauté sur l'occasion. Puis tu vois, en 2016, là, qui s'achève, c'est la première année depuis 1998 que je ne suis pas sorti du pays. OK. Ouais. T'es resté un Canadien à part entière durant toute une année. Oui, je voyageais au Canada, là, ben, justement à Fort McMurray, puis il y a eu des faux Saskatchewan, puis
l'arrivée des réfugiés syriens. C'est tout ça dont je me suis occupé depuis que j'ai commencé ce poste-là. Mais je suis resté au Canada. Fait que, ouais. Correct, ça. Quand j'entends tout ça, puis, j'ai peine même à imaginer tout ce que tu as vu, puis tout ce que tu as... par où tu as passé aussi. Tu as dit un jour, tu as eu cette empathie-là, à un moment précis avec le monsieur, quand tu t'es mis à la place Je me suis imaginé. Bon. Mais durant tout le reste, tu t'es coupé quand même un peu des émotions parce que t'avais-tu cette impression-là que ça se pouvait qu'à un moment donné, ton psychologique soit affecté? Oui, oui. Oui. Est-ce qu'on te le dit? Est-ce que toi, tu... Oui, il y a de la préparation au pré-départ où les gens mais je veux dire aussi, c'est que j'ai fait ça pendant des années, fait que les réflexes se sont développés, les habitudes se sont développées, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours délibérément maintenu une certaine distance émotionnelle avec le contexte puis avec les gens là où j'étais, parce que justement, je voulais pas l'absorber, tu sais, puis mettre une séparation entre la douleur puis l'empathie, parce qu'à un moment donné, si tu te laisses embarquer dans la douleur, la détresse, la misère, tout ça, tu peux plus faire ta job. Tu peux pas faire ta job. Tu t'écrases, puis là, tu n'aides plus personne. OK. Mais il reste que ces réalités-là, ça reste, tu t'enregistres. Fait que tôt ou tard, il faut que tu le processes. Là, mais j'ai été chanceux aussi. J'ai été chanceux parce que, tu sais, bon, j'ai quand même regardé. J'ai lu beaucoup sur le stress post-traumatique, puis j'en ai vu des collègues qui se sont poussés un peu trop loin ou un peu trop longtemps. Puis il y a ça aussi. Il y a des missions d'urgence, si tu fais ça, des périodes intenses mais brèves, suivies de repos, tu te rends moins vulnérable que si tu es toujours. Tu pousses. Puis là, c'est là que tu finis par rencontrer un mur. Okay. Fait que je pense que les militaires qui sont sur des tours d'1 an, ou tu sais, après quelques mois, quand c'est des situations, c'est comme, tu sais, quand tu tapes toujours sur le même bobo, tu tapes pas fort, mais à force de taper, ça finit par faire mal, tu sais. Ouais. Puis là, si tu reçois un coup, ben là, c'est là que ça peut faire plus mal. Puis moi, j'ai toujours, justement, en partie par chance, là, mais aussi par prudence, je te dirais, j'ai toujours fait attention ça devient un bon conseil aussi, les gens qui nous écoutent, là, pas obligé d'aller dans des situations aussi extrêmes que celles que tu as vécues. Mais les gens qui vivent un stress de la vie courante, un stress au travail, un stress familial, un stress de conjointe, on peut maintenir, on peut être très efficace puis donner l'épaule à la roue fort durant une période, mais... Il faut se donner un break. Il faut se donner un break. Puis, même moi, on en parlait tantôt, je n'y ai pas échappé, tu sais, c'est aussi un peu étrange pour moi de me dire, coudonc, j'ai passé par tout ce que j'ai passé. Puis c'est après 2 ans de travailler au Canada que là, finalement, j'ai fini par pogner mon mur. Puis là, j'ai dit, ouf, j'ai besoin d'un break parce que là, je suis plus capable. Mais il faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter. Puis c'est pas facile. C'est pas facile d'accepter. Ben non, parce que justement, puis moi, je me disais, coudonc, tu sais, j'ai fait tout ça, comment ça se fait que c'est ça qui finit par me mettre à genoux, mais c'est ça, c'est que une des différences qu'on a dans je pense, nos sociétés occidentales, la société québécoise, canadienne, par rapport à un chemin de vie où tu pars, tu reviens, tu reviens, c'est qu'ici, on lâche jamais le gaz, tu sais, on travaille, on se dépêche pour arriver à Noël, après ça, on se dépêche pour arriver aux vacances d'été, après ça, c'est le retour à l'école, c'est toujours un peu une course en avant, puis il n'y a jamais on dirait, en tout cas, où je n'ai pas trouvé mon rythme encore qui me permet de me donner un break, là. Parce que c'est nouveau pour moi, là. Ça fait 2 ans que je travaille au Canada, puis ça fait 20 ans que je n'avais pas fait ça, tu sais, fait que de vivre le rythme de notre culture. En fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que la sécurité, elle est au rendez-vous par rapport à d'autres pays où tu avais la sécurité qui était beaucoup moins là. Ouais. Mais le rythme effréné, constant de jamais prendre de break entre les... Ça, ça a fini par venir te chercher un peu et dire, OK, là... c'est ça. C'est comme si j'étais toujours en 5e vitesse, là, ou en 4e, puis il faudrait que je passe soit en 5e, soit que je descende de limite un peu, tu sais. Mais c'est une belle... En tout cas, c'est une belle prise de conscience qu'on fait là, dans ce que tu me dis, là, parce que
écoute, on parle de l'extrême, puis qu'on passe au travers de l'extrême, puis que quelque chose qui est plus régulier, mais qui est beaucoup plus constant, toujours en stress tout le temps, ça finit à affecter un petit peu plus. C'est ça. Parle-moi, Jean-Pierre, est-ce que tu as une partie de toi qui est la spiritualité? Est-ce que ça fait partie de ta vie? C'est quelque chose que... Est-ce que tu te rapportes à l'univers, à une force plus grande que toi? Comment tu vois ça, toi? C'est-tu quelque chose qui vient vient t'aider? Oui. Ben, je pense, je me décrirais comme... moi, je me décrirais comme agnostique, je te dirais. Je me souviens, c'est-tu... Je pense que c'est Bernard Kouchner qui avait... Ou Camus, je ne sais plus, en tout cas, c'est un Français, qui avait dit moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité sans Dieu. Tu sais, c'est comment être spirituel, mais c'est pas sans Dieu autant que sans la religion. C'est ça. Avec ce que les hommes en font. Là. Oui, c'est ça. Donc, pour mieux capturer mon idée, si tu veux, c'est pour moi, la religion a plutôt tendance, les religions en général, ce que j'ai vu, parce que j'ai été exposé à toutes sortes de religions et toutes sortes de conflits générés par les religions, parce que les religions ont tendance à générer des prises de position qui n'acceptent pas des idées différentes, à plus ou moins grande échelle, avec différents degrés de conviction. Mais en général, quand tu crois bien comme il faut quelque chose, plus tu es convaincu de ça en quoi tu crois, moins tu vas être accepté facilement que l'autre puisse croire quelque chose, puis il est tout aussi convaincu que toi. Puis là, c'est justement quand tu commences à avoir des prises de position comme ça qui sont si différentes, puis que tu as des gens derrière ça, manipulateurs, cyniques, qui vont décider de récupérer ça à leur propre fin. Puis c'est souvent ça qui mène à des conflits armés, tu sais. Puis, fait que... donc, ça, pour moi, c'est un peu le côté sombre de la religion ou de la spiritualité. Puis c'est ça, je fais la différence entre la religion et la spiritualité. Mais je te dirais que oui, la spiritualité, parce que je t'ai beaucoup parlé de l'intuition. Pour moi, c'est une autre façon de dire, bon, j'essaie d'être enligné avec ce que l'univers a tracé pour moi. Puis il y a des fois où Tsunami, je le sentais, en Haïti, je le sentais aussi. J'avais l'impression que j'étais à la bonne place, au bon moment, puis que il y avait ces fois-là, il y avait quelque chose de vraiment plus grand que moi qui passait par moi. Je sais que j'ai pas en moi l'énergie, les ressources, la drive pour faire ce que j'ai réussi à faire en Haïti pendant 3 semaines. La première fois que je suis allé, après le tremblement de terre, je veux dire, on travaillait 18 heures par jour. Je prenais à peu près pas de notes, mais j'avais tout dans la tête, j'oubliais rien. Je savais qu'est-ce que toutes les équipes faisaient. On était, tu sais... Puis évidemment, après ça, quand ça a planté, là, ça prend du temps, ça a pris du temps, mais je veux dire, il y avait une force là-dedans que je sentais qui était beaucoup plus forte que moi. C'est ça qui fait que je me sens que tu laisses aller ça, puis c'est ça, je me sentais dans le courant, tu sais. Puis par contre, il y a d'autres fois où, quand je me sens pas dans le courant, je le sais aussi. C'est plus dur. C'est plus dur, c'est pas facile à reconnaître. Puis ça m'est arrivé quand, la dernière fois, je te dirais, ça m'est arrivé quand je suis revenu de la Colombie, quand j'ai décidé de... Un des moments où je t'ai parlé, c'est quand j'ai eu mes enfants puis que j'ai décidé de refaire plus du travail un peu plus sécuritaire. Mais avant ça, après la Colombie, j'avais décidé d'arrêter de faire des conflits armés. J'ai pas arrêté complètement, là, je l'ai refait après, mais en tout cas, j'ai pris une bonne pause. Puis quand je suis revenu au Canada, j'étais allé dans le bois une couple de jours, puis là, j'ai dit, OK, je savais plus où je voulais faire, qu'est-ce que je voulais faire dans ma carrière, parce que je voulais plus faire la guerre. On voulait m'en aller. On m'avait offert une mission en Afghanistan, je voulais pas y aller. Parce que je sentais que là, il y a de quoi qui se briserait en moi, tu sais. Puis je disais, OK, je m'en remets à l'univers, faites ce qui arrivera, faites au mieux, là. Je sais plus où je vais, là. Ma boussole, là, c'était comme la boussole de Jack Sparrow, là, tu sais. Puis ça tournait de même, puis là, j'avais plus de nord. Puis en sortant du bois, j'ai reçu un SMS, puis on m'a demandé d'aller au feu en Colombie-Britannique, puis c'est là que ça a commencé. J'ai réorienté sur la réponse aux urgences. Wow. Puis, fait que ça a été, je l'ai senti bien fort. Puis je riais un peu parce que je disais, ah, OK, tu sais. Merci la réponse.
Technologique, Ben hein, voilà, à cette heure, ça passe par les SMS. Exactement, c'est bon. ça, j'ai un SMS de l'univers. Bon, ben c'est correct. On va le prendre, tu vois. Puis c'est ça, j'étais allé. La mission OBC, c'était des faux en Colombie-Britannique. Puis après ça, ça menait à autre chose, à autre chose, à autre chose. Puis tu vois, quand j'ai refait des conflits armés après, mais par choix. Tu sais, pas parce que c'était juste ça, puis que c'était ça ma job, puis j'avais plus d'autres opportunités. Fait que, Ah, c'est bon un peu ça. Puis tu me disais aussi que toi, tu avais une bonne propension au positivisme. Ouais. Hein, dans une situation, tu décides Ouais. de choisir le côté positif. Ouais. Puis ça, c'est. On le recommande un peu à tout le monde. Hein. Une même situation, on peut la regarder de deux façons. Puis, Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tendance à faire une lecture positive. J'en prends pas de crédit ou je me donne pas de mérite parce que je pense que je suis fait de même. Tu sais, mais en même temps, c'est quelque chose que je cultive. Tu sais, fait que c'est plus facile pour moi par rapport à quelqu'un qui a plus tendance à avoir le côté négatif des choses. Mais je m'applique à essayer de voir les opportunités dans les défis. Puis, excellent. ouais. Jean-Pierre, ça passe vite, une demi-heure, on est déjà rendu au bout. Il me reste à te poser une question. Quand tu vas arriver à la dernière journée, on ne sait pas c'est le quand, souvent les gens disent qu'on est un trait d'union entre la date de notre naissance et la date de notre mort. Quand le trait d'union sera passé, quand tu auras fait le tour, qu'est-ce que tu aimerais que les gens racontent de Jean-Pierre Taschereau? Quelle est la légende que tu aimerais qu'ils racontent de toi? Dire si c'est ça, j'aurais vraiment vécu je vais être heureux, je vais avoir vécu ce que j'avais à vivre ici sur Terre. En tout cas, je sais pas. Me serais pas emmerdé, en tout cas. Non. c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais vraiment que je suis quelqu'un qui... J'espère d'abord que je vais pouvoir continuer à vivre à plein. Tu sais, vraiment, là, moi, c'est ça. Je profite de la vie, j'en jouis. Puis, c'est pas vrai, non, aussi, je veux dire, je fais un peu un détour, mais la carrière que j'ai faite, je veux même pas parler de carrière, la vie que j'ai faite, pour moi, c'est pas une vie d'abnégation, de souffrance, de martyr, de don. J'ai fait ça parce que je voulais le faire. J'ai fait ça parce que j'aimais ça. Puis que j'en profitais. Puis encore là, c'est un autre paradoxe, peut-être. Tu sais, il aime ça, aller dans des places, mais... Tu sens vivre là-dedans. Je me sens vivre, puis si je peux contribuer puis aider, comme tu dis, c'est pas moi qui crée ces situations-là, mais si par mon expérience, mes aptitudes, mes connaissances, je peux contribuer à faire je vais te citer Marguerite Yourcenar, mais si je peux contribuer à faire de ce monde un endroit un peu moins scandaleux qu'il l'est, ben tant mieux, tu sais. Je pense que c'est ça. Puis d'en profiter en même temps. Tu sais, je me reconnais pas du tout dans le modèle de Mère Teresa. Pour moi, c'est pas ça du tout. Parce que j'ai toujours fait ça parce que je voulais le faire. Puis que j'en ressors grandi. Puis pour moi, je suis extrêmement reconnaissant à la vie d'avoir eu les opportunités qui m'ont permis justement de me mesurer à ces défis-là que j'ai relevés. Puis en même temps, de pouvoir aider les gens. Tu sais. Fait que si c'est ça que je peux laisser comme trace, ben tant mieux. Merci. Merci infiniment, Jean-Pierre. Merci à toi, Martin. Puis longue vie encore, puis amuse-toi dans tous ces beaux et grands projets-là. Merci. En tout cas, on peut dire que les actions que Jean-Pierre pose et a posées sont vraiment en cohérence avec qui il est. C'est un homme qui la vit sa légende et, par le fait, il fait du bien autour de lui. Chapeau, merci à ce grand homme et j'espère qu'il vous aura inspiré réellement, vous aussi, dans chacun vos milieux, où vous êtes, dans votre milieu de travail, votre famille, vous, à la vivre votre légende pour attirer le bonheur.